Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 ce soir. Dans l'actualité, la Côte d'Ivoire est de plein pied dans le digital. Le docteur Kofi Nguessan et le représentant résident du PNUD dans notre pays ont visité vendredi dernier le chantier du pôle de formation destiné aux jeunes entrepreneurs. Le nouveau bâtiment sortira de terre d'ici à quelques mois. Il sera dans l'enceinte du lycée technique d'Abidjan. S'inspirer du modèle marocain pour révolutionner le secteur de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif d'Amadou Koné. En visite au Maroc, le ministre des Transports envisage avec ses hôtes une collaboration à travers une vision commune marquée par un partage d'expériences et d'expertise dans différents domaines. Puis dans la guerre en Ukraine, Kiev a annoncé ce dimanche 27 mars que les délégations russes et ukrainiennes vont se retrouver en Turquie de lundi à mercredi pour un nouveau round des négociations en présentiel. L'annonce intervient au 32e jour de l'offensive russe en Ukraine, une guerre qui a déjà fait de nombreuses victimes et des millions de déplacés. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et son partenaire du PNUD se sont retrouvés vendredi dernier. Ensemble, ils étaient sur le chantier du futur pôle de formation, un pôle destiné aux jeunes entrepreneurs ivoiriens œuvrant dans le digital, un projet global de construction soutenu par les Nations Unies et destiné aux PME. Le point de la visite avec Franck Kodio. Cocody lycée technique d'Abidjan, bien perceptible, le son des outils sur ce chantier en travaux et justement le représentant résident du PNUD et le ministre de l'enseignement technique, Dr Kofi Nguessan, visitent les lieux. C'est le futur pôle de formation à l'innovation technologique pour jeunes entrepreneurs digitales, un projet soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Et donc la réhabilitation de ce bâtiment ce matin, pour nous, démontre bien la volonté du gouvernement de faire une réalité de cette insertion socio-économique des jeunes. Nous avons identifié 6 pôles d'innovation que nous allons appuyer. Et donc nous commençons avec le lycée technique de Cocody. Et nous avons déjà une partie des équipements high-tech dernier cri qui est disponible et nous allons complémenter au fur et à mesure que nous avançons. Nous voulons absolument que les jeunes de la Côte d'Ivoire soient créatifs, soient inventeurs. Ce centre est né d'un accord de partenariat signé en juillet 2021 entre les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, les ministères de la promotion de la jeunesse et des PME, en plus de l'enseignement technique, sont engagés. Il s'agit d'appuyer la formation de 100 000 jeunes à travers des start-up. Il y a des jeunes sur le marché du travail qui cherchent des opportunités aujourd'hui, qui ont des opportunités aujourd'hui. L'idée est de mettre à leur disposition cette formation, ces équipements, de les mettre en rapport avec ceux qui sont plus expérimentés qu'eux. Dans ce pôle, on va accueillir des jeunes qui seront formés à l'entrepreneuriat. Des jeunes qui vont ici venir réfléchir sur leurs idées de création d'entreprise. Et des jeunes qui vont rencontrer des chefs d'entreprise ici, dans ce pôle, pour finir leurs idées, avoir des financements et s'installer à leur propre compte. Mais ici aussi, on va renforcer la formation à la digitalisation. Ce pôle de formation dédié à l'entrepreneuriat digital sera disponible, selon les parties prenantes, dans une trentaine de jours. Il s'inscrit dans un projet global de soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes qui s'étend sur 48 mois d'un coût global de 10 milliards de francs CFA. 214 millions de francs CFA, c'est le montant qui a été distribué aux différents lauréats du concours Tremplin Start-up UEMOA. Parmi eux figurent des Ivoiriens. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée mardi dernier à Abidjan. Il s'agit pour les organisateurs d'insuffler une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l'entreprise. Les détails avec Dangui Dangui. L'économie numérique au service de l'agro-industrie. En choisissant ce thème pour la deuxième édition du concours Tremplin Start-up UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine veut engager les jeunes entrepreneurs à s'intéresser à tous les aspects de cette problématique. Les lauréats de ce concours sous-régional ont reçu leur prix et primes ce mardi dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce prix aujourd'hui, on le reçoit avec beaucoup de fierté et beaucoup de reconnaissance. Il marque des heures, des jours, des nuits de travail acharné pour hisser la Côte d'Ivoire au sommet. Nous ne pouvons qu'être fiers de nous pour ce travail acharné et nous espérons pouvoir faire mieux
à l'avenir. Les start-up lauréates bénéficieront d'un dispositif de suivi et d'encadrement mis en place par l'UEMOA. L'institution sous-régionale veut créer un écosystème favorable à l'émergence des petites et moyennes entreprises PME. Là, aujourd'hui, on a fait le lien entre l'économie numérique et l'agro-industrie parce que nos États, nos pays sont essentiellement des pays agricoles, mais pour lesquels il faut transformer leur production agricole. L'UEMOA a distribué 214 millions de francs CFA aux start-up lauréates pour cette édition, dont 30 millions pour les 4 lauréats ivoiriens. Toutes les initiatives qui sont prises par les jeunes, par les femmes, pour promouvoir donc la création d'entreprises et donc ces initiatives sont encouragées par le gouvernement. La deuxième édition du concours Tremplin Start-up UEMOA, c'est 29 prix et primes pour un montant total de 214 millions de francs CFA. L'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA veut ainsi soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne, innovant et insuffler ainsi une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l'entreprise. À Yamoussoukro, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a pris part au 9e congrès de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. La mission de son ministère et le parcours de Moussa Sanogo ont été exposés aux étudiants de l'INPHB. On en parle avec Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, est en plein exposé. Son auditoire est composé de sénateurs de la Jeune Chambre internationale et de nombreux étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Moussa Sanogo est également ancien étudiant de cette prestigieuse école. Son parcours, vu comme un modèle de courage et d'abnégation ayant abouti au succès, doit pouvoir inspirer toute cette jeunesse en formation. Nous voulons en fait que nos étudiants de maintenant aient des repères. Et c'est ce qui nous a poussé à vraiment inviter M. le ministre. On a lancé le budget citoyen pour faire en sorte donc que le citoyen puisse s'approprier cet instrument de gouvernance qui est extrêmement important pour le progrès dans notre pays. Et ce sont des citoyens, qui plus est quand même des citoyens d'un type particulier parce qu'ils ont des capacités plus élevées que la moyenne, c'est ce qui est reconnu et c'est pour cela qu'ils sont ici. Et c'est quand même bon qu'ils aient une très bonne idée de ce que c'est le budget pour que demain, quand ils seront dans les postes de responsabilité, ils puissent faire avancer les choses. L'effet escompté s'est produit. Je retiens que déjà, il faut avoir de l'unité en soi dans tout ce qu'on fait et qu'il faut vraiment travailler. Et surtout avec les conseils qu'il nous a donnés, je pense que ça me sera vraiment d'une grande aide. Cette conférence du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État est inscrite dans le cadre du 9e congrès du Sénat de la Jeune Chambre internationale qui a un nouveau président. Les sénateurs ont bien voulu nous faire confiance en nous choisissant comme le prochain président pour un mandat de 2 ans. Et il faut dire que l'accent sera davantage mis sur la solidarité entre les sénateurs. Donc on va se mettre un peu dans ce sens-là, profiter du réseau pour, n'est-ce pas, l'exploiter et permettre, n'est-ce pas, de créer des investissements. La Jeune Chambre internationale compte environ 500 sénateurs nommés pour avoir été des modèles au service de la bonne cause. L'Union européenne va financer la politique nationale de développement de l'élevage et de la pêche à hauteur de 63 millions de francs CFA. Un partenariat réactualisé mercredi dernier à l'occasion de la 3e réunion de la commission mixte du protocole 2018-2024. C'était en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Dangui Dangui. Les bateaux de pêche de l'Union européenne ont un accès libre à la zone économique exclusive ivoirienne pour pratiquer des activités de pêche responsables, selon les termes de l'accord de partenariat entre cette institution et l'État de Côte d'Ivoire. En contrepartie, l'Union européenne apporte son aide à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. L'UE s'est par exemple engagée à mettre 63 millions de francs CFA sur la table pour la mise en place du fonds d'appui aux mareyeuses et à financer la réhabilitation de la station d'alévinage de Jacquesville à hauteur de 45 millions.
Alors, dans le cadre de l'accord de pêche, il y a un appui sectoriel qui est prévu, une contribution financière qui est utilisée par le partenaire sur des axes prioritaires. À l'ouverture de la 3e commission mixte du protocole 2018-2024 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a plaidé pour que l'accent soit mis sur les domaines créateurs d'emplois pour les jeunes. Nous proposons qu'un accent particulier soit accordé au soutien à la pêche artisanale et au développement de l'aquaculture qui, pour mon département, aujourd'hui constitue des maillons importants de la lutte contre l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et des femmes, ainsi que la pauvreté de nos populations. Cette 3e réunion de la commission mixte du protocole 2018-2024 relatif à la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture vise entre autres à faire le bilan des protocoles et à programmer les actions à exécuter dans le cadre de l'appui sectoriel 2022-2023. Je vous le disais en titre de ce journal, la Côte d'Ivoire va accélérer le renouvellement de son parc automobile. Plusieurs concessionnaires sont prospectés à cet effet. Bientôt 3000 nouvelles voitures destinées au transport des personnes vont être mises en circulation. À Tanger, le directeur général du Fonds de développement des transports routiers a rencontré des représentants de la marque Renault. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Offrir des opportunités d'emploi et plus de commodités aux citoyens dans la mobilité quotidienne, lutter contre la pollution et les accidents de la circulation, souvent mortels, dans lesquels sont impliqués les véhicules âgés, des stratégies pour une modernisation du secteur du transport routier. C'est l'un des programmes auxquels le président de la République, Alassane Ouattara, attache du prix. Le ministre des Transports, Amadou Koné, l'a fait savoir à ses collaborateurs. Il multiplie des rencontres au Maroc afin de s'inspirer de l'exemple chérifien. Il s'agit ici de voir de plus près le modèle marocain de renouvellement du parc automobile. Le directeur général du Fonds du développement des transports routiers prend part à cette séance de présentation à Tanger. Notre présence à Tanger répond à la vision de son excellent Monsieur le Président de la République d'établir un partenariat sud-sud avec le Maroc. En ce qui concerne la composante particulière de renouvellement du parc automobile, nous nous sommes entretenus avec le représentant du groupe Renault en vue de mettre à la disposition des entreprises de transport des types de véhicules adaptés à leurs besoins, en termes de consommation, en termes d'amélioration de l'habitacle, en termes de confort, de sécurité et de prix également. Si l'accord avec le concessionnaire marocain est finalisé, des voitures neuves vont être assemblées en Côte d'Ivoire. Des villes qui accueillent les matchs de la CAN 2023 sont mises en priorité pour recevoir ces futurs véhicules. Alors incessamment, dans le cadre de la CAN, un certain nombre de villes ont été sélectionnées, notamment Abidjan, Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro et Korogo. Nous allons déployer progressivement des véhicules dans ces cités afin d'améliorer le cadre de transport, de mobilité des populations sur le plan de la sécurité et du confort. Le parc automobile en Côte d'Ivoire est estimé à plus d'1 million d'engins. L'âge de certains véhicules vétustes varie entre 18 et 25 ans. Ce pan du programme de renouvellement de ce parc vise à y injecter plus de 3000 voitures neuves dans les meilleurs délais. Retour à Abidjan avec la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire qui a organisé jeudi dernier un séminaire sur la mobilisation de l'épargne populaire. Des explications ont été données sur le rôle de cette institution sur la mobilisation de l'épargne populaire. À l'issue de ce séminaire, l'on devrait aboutir à la création d'un produit d'épargne innovant, accessible, digitalisé et ouvert à tous. Objectif, améliorer le niveau de l'inclusion financière. On en parle avec Jean-Luc Bangbo. Un produit d'épargne réglementé et rémunéré, ouvert à tous et distribué par le réseau des banques, des microfinances et du mobile money. Le projet est à sa phase finale et la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, qui en est l'initiateur, a souhaité réunir le maximum d'intelligence autour pour en faire un produit réellement consensuel. Ce produit, en cours d'élaboration, est un produit d'appel pour les banques et les établissements financiers
car il leur permettra de conquérir de nouveaux clients. Ce produit ne vient donc pas concurrencer l'offre existante, bien au contraire, il se présente comme un produit complémentaire, source de produits nets bancaires supplémentaires pour les banques. La mise en œuvre de ce produit d'épargne vise notamment à améliorer le niveau d'inclusion financière à travers la collecte d'une partie de l'épargne informelle et à contribuer au financement de l'économie ivoirienne. L'épargne informelle en Côte d'Ivoire, dont le volume représente environ 80% de l'épargne nationale, constitue un gisement important de ressources estimées en 2020 à 5 300 milliards de francs CFA. L'enjeu réside donc dans la collecte d'une partie de cette épargne à travers les circuits officiels et au moyen de nouveaux produits d'épargne qui soient simples, accessibles et sécurisés. Le séminaire de réflexion a vu la participation des caisses de dépôt des pays étrangers comme la France, le Burkina Faso, la Tunisie, le Maroc. Les travaux se sont déroulés en ateliers et tables rondes autour du thème central, rôle de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire dans la mobilisation de l'épargne populaire. On se rend maintenant dans le nord du pays avec le Comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance qui était à Boundiali. Aux côtés du premier magistrat de la commune, la ministre Mariatou Koné, il a participé à une activité de remise de vivres dans cette zone qui n'est pas à l'abri de l'insécurité alimentaire. Des vivres composés de riz, d'huile et de pâtes alimentaires ont ainsi été offerts aux différentes cantines scolaires de la localité. Astou Touré. La lutte contre la malnutrition s'intensifie dans la région de la Bagoué. Cette partie de la Côte d'Ivoire est citée parmi les zones en insécurité alimentaire selon une étude menée par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. À l'hôpital général de Boundiali, plus de 200 enfants ont été pris en charge. Pour juguler le fléau en Côte d'Ivoire et apporter une réponse efficace, une stratégie est mise en place. Cette action a permis de dépister environ 2000 enfants et sauver 312. À Tumbougou Samoroso, village situé à 5 km de Boundiali, 5 cantines scolaires sont renforcées en vivres composées de riz, de sucre, d'huile, de concentré de tomates et de pâtes alimentaires. Ces vivres vraiment sont destinés aux cantines scolaires et non aux populations. C'est pour les enfants vraiment en âge scolaire et préscolaire. En tout cas, vraiment, je souhaite vraiment qu'ils fassent bon usage, vraiment pour qu'ils fassent en plus combattre la nutrition. Une action encouragée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, maire de Boundiali. Il s'agit de Nondara, de Tomougou, de Nyagnon, et de Gengreni et de Bando. Et vraiment, nous tenons à dire merci au CONAPE qui nous aide à l'élimination de la faim et de l'insécurité alimentaire dans notre région. La malnutrition a des conséquences graves, aussi bien sur l'adulte que l'enfant. 66,4% des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie et plus de 24% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'anémie. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 27 mars 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 1513 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 14 guéris et 0 décès. À la date du 27 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 713 cas confirmés, dont 80 890 personnes guéries, 796 décès et 18 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 467 139. Le 26 mars, 82 564 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 752 772 doses du 1er mars 2021. 26 mars 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
Santé toujours des agents du SMIT, le service des maladies tropicales et infectieuses du CHU de Treichville, viennent d'être honorés. Ils sont récompensés pour leur engagement dans la lutte contre la Covid-19. Ils ont été respectivement faits commandeurs, officiers et chevaliers. Une cérémonie suivie par Rascando. Les mérites du professeur Serge Hérolier reconnus. Ce chef de service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Treichville a été fait commandeur. Avec lui, 6 de ses collaborateurs, dont un officier et 5 chevaliers, tous décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Madame la ministre Anne Désiré Loto, au nom de tous les récipiendaires de la riposte contre la Covid-19 décorés ce jour, permettez-moi de vous dire merci, merci, merci. La qualité des soins signifie le sacrifice, signifie d'allier les aptitudes qu'ils ont, parce que nous sommes formés pour être de bons agents de santé, mais aux attitudes. De jour et de nuit, nous sommes tous présents pour pouvoir répondre aux besoins des patients et de la population. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la décoration de ces 7 agents du service des maladies infectieuses sous-tend 3 valeurs. La première valeur traduit le dynamisme de notre société. En effet, les décorations veillent à stimuler les énergies individuelles, notamment des plus jeunes à suivre l'exemple de leurs aînés. La deuxième des valeurs, c'est de servir d'exemple. La troisième valeur traduit l'unité et le succès. Ces médailles sont un signe d'encouragement, selon la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Chers récipiendaires, soyez-en fièrement remerciés. Merci pour votre engagement, votre dévouement, votre sens élevé de la patrie. Que cette reconnaissance soit pour vous un autre facteur de motivation. Qu'elle paraisse comme un encouragement à continuellement vous distinguer par ces valeurs que vous incarnez. Pour Anne Désiré Ouloto, cette action s'inscrit dans le cadre de la promotion du concept fonctionnel nouveau qui vise l'excellence dans son domaine d'activité. On parle maintenant de solidarité avec le président du Sénat qui s'est rendu dans la localité de Puebo. Jano Aosokwadio s'est rendu sur le site frappé par une tornade il y a quelques semaines. Le patron de la Chambre haute du Parlement est allé apporter sa compassion aux sinistrés. Kader Sogodogo. Toitures de maisons envolées, des arbres et des poteaux électriques déracinés. Telle était la triste réalité à Puebo, dans le département de Toumoudi, après le passage d'une tornade à la mi-mars. Touché par cette situation qui a fait des familles sinistrées, le président du Sénat, Jano Aosokwadio, a tenu à apporter son réconfort. Il a dépêché sur le lieu son directeur de cabinet à l'effet de faire un don en numéraire. Une tornade a dévasté des maisons ici à Puebo. Le président donc nous a délégué instamment de venir faire le constat de nous-mêmes, d'apporter donc sa compassion et sa solidarité aux parents victimes de cette tornade. Une marque de solidarité bien perçue sur place. Cela ne nous ôte guère eu regard aux relations que le président du Sénat a avec cette population, qui est sa population. Donc il a fait que son devoir. Nous sommes reconnaissants et nous disons merci au nom des parents et des cadres. Si aucune perte en vie humaine n'est à signaler, les dégâts, eux, seront surmontés à Puebo avec cet élan de solidarité. Plusieurs organisations de la société civile exerçant aux frontières ou dans le secteur des échanges commerciaux viennent de participer à une session de formation. Elles ont reçu des rudiments sur la méthode de plaidoyer en cas de litige sur le terrain. La session de formation a duré 24 heures. Le compte-rendu de Franck Kodio. Les organisations de la société civile formées sur le plaidoyer pour la facilitation des échanges. Il s'agit pour ces organisations et fêtières exerçant aux différentes frontières ou dans le domaine des échanges commerciaux d'être outillés. Comme il s'agit de l'intégration, il faut qu'on crée les conditions pour faciliter les échanges commerciaux. Mais pour que nous y arrivons, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, il est de notre devoir de faire des plaidoyers auprès des différents gouvernements pour prendre des mesures
qui favorise le déplacement de ces acteurs économiques. Alors pour le faire, il faut qu'on ait des connaissances. 2 jours de formation, les questions de leadership, de genre sur les questions de technique de plaidoyer, entre autres, sont abordées. Cette initiative du programme de la facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest, FEAO, est jugée satisfaisante. Les bénéficiaires ont sur la question des idées précises. Ça nous permettra à voir au clair certains problèmes que nous n'avons pas pu découvrir. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour que tout puisse être facile. En tout cas, tous ces corps de métier qui sont aux différentes frontières connaissent très bien les tests qui ont été pris en la matière et fassent en sorte que les acteurs économiques qui vont de pays en pays puissent le faire sans le moindre mal. Notons que le projet FEAO est une initiative multi-bailleurs soutenue par l'USAID et l'Union européenne, puis gérée par le groupe de la Banque mondiale pour le compte de la CEDEAO et l'UEMOA. Il couvre 9 pays et s'axe autour de 6 corridors régionaux. On parle maintenant de culture. L'édition 2022 du Massa a été le cadre d'une réflexion sur l'économie de la culture. Au cours d'un panel sur les industries culturelles et créatives, les experts sont revenus sur la possibilité de faire de la culture un secteur pourvoyeur d'emplois sur le continent africain. Plus de détails avec Isaïo. 17 milliards de francs CFA. C'est le fonds mobilisé par les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'UE, Union européenne culture, pour financer les projets culturels structurants sur le continent africain. 4 milliards de ce fonds revient à l'Afrique de l'Ouest pour soutenir la créativité. Une réunion régionale est organisée à l'effet de mieux informer les promoteurs culturels ouest-africains. L'Union européenne et les États ACP ont mis un fonds à la disposition des opérateurs culturels des 16 pays ouest-africains afin de les aider dans leur structuration, afin d'en faire des véritables entreprises culturelles. Après une année qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, nous sommes à 42 projets financés, dont 15 projets par rapport au fonds de structuration en Afrique de l'Ouest et 27 projets par rapport au fonds de valorisation des cultures africaines. Et tout ça dans le cadre de 11 pays parmi les 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Le projet AWA a lancé son 3e appel. Cet appel permet de financer des projets sur une durée d'une année à hauteur d'un montant maximum de 25 000 €. Donc nous devons sélectionner 35 projets et je ne peux qu'inviter les opérateurs des 16 pays ouest-africains de postuler massivement pour se donner une chance de bénéficier en fait, des subventions. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire donne les raisons du financement de la culture dans les pays du Sud. La culture aide aussi à mieux se comprendre. Si on donne accès aux autres à sa culture, mais ça veut dire aussi on donne la clé pour la porte d'entrée pour être compris. Mais surtout en Afrique de l'Ouest, 70% de l'art, de l'industrie de culture est tenue par des jeunes. Nous venons d'avoir d'ailleurs un sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Les créateurs africains sont connus en Europe, ils vont en Europe. Il y a une demande en Europe pour plus d'Afrique, notamment dans le domaine culturel. Et donc le programme entre l'Union européenne et les pays ACP, c'est-à-dire en grande partie l'Afrique, c'est quelque chose de très utile. La ministre Arlette Badou Nguessan Kwame salue l'initiative de cette rencontre à Abidjan et réitère la volonté du gouvernement de faire de la culture un levier important de son développement. Le gouvernement ivoirien et le président de la République se sont saisis de la question de l'accompagnement efficace du secteur culturel, de l'industrie culturelle et créative pour en faire une véritable industrie à l'effet de pouvoir aider nos artistes, nos créateurs, nos producteurs, diffuseurs, tous ces acteurs-là du monde culturel, de pouvoir s'en sortir et de vivre convenablement de leur art. L'appel à projet de la 3e phase prend fin le 17 mars prochain.
Dans l'actualité hors de chez nous, les délégations russes et ukrainiennes ont confirmé ce dimanche qu'un nouveau round de pourparlers aura lieu en début de semaine. Selon Kiev, ces négociations en présentiel se tiendront du lundi au mercredi en Turquie, alors que le négociateur en chef russe a avancé la date de mardi et mercredi sans préciser de lieu. C'est l'heure du 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité. Une sélection signée Alexis Ouedraogo. Soumeilou Boubei Maïga est mort lundi à Bamako. Âgé de 67 ans, l'ancien Premier ministre, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, était depuis août 2021 détenu à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour faux, usage de faux et favoritisme. L'Organisation mondiale de la santé a déploré mardi la levée brutale des mesures anti-Covid-19 dans plusieurs pays européens. L'OMS, qui se veut optimiste, invite les États à rester vigilants. Chef de la diplomatie entre 1997 et 2001 dans l'administration Clinton, Madeleine Albright est décédée mercredi à l'âge de 84 ans des suites d'un cancer. Elle a été la première femme à occuper ce poste au sein d'un gouvernement américain. Le président nord-coréen a procédé jeudi à un nouveau tir d'un missile balistique intercontinental. Un tir considéré par la Maison-Blanche comme une violation insolente des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'agression russe de l'Ukraine a conforté Pyongyang dans sa vision qu'un pays sans armes de dissuasion est vulnérable. L'ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Ngbo, 61 ans, a pris vendredi la tête de l'Organisation internationale du travail, devenant ainsi le premier Africain à exercer cette fonction. Le président américain Joe Biden a affirmé samedi à Varsovie que son homologue russe Vladimir Poutine ne devait pas rester à la tête de la Russie. Une sortie rapidement nuancée par la Maison-Blanche qui explique que le président russe ne peut être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins. Plusieurs pays s'étaient engagés à envoyer des systèmes anti-blindés et anti-aériens à l'Ukraine, mais le président Volodymyr Zelensky déclare que Kiev a aujourd'hui besoin d'armes, de chars, d'avions et de systèmes anti-navires. Et voilà, il est temps de se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. L'info revient lundi dès 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir et que la paix soit avec vous.